7h42, bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Politologue, chercheur au Centre d'études de la vie politique française. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Alors Bruno Cotresse, on parle beaucoup depuis quelques semaines de la perspective d'une rentrée politique et sociale qui s'annonce tendue, sous pression. Enfin, on a plusieurs qualificatifs pour cette rentrée. Est-ce que c'est essentiellement la question du pouvoir d'achat qui risque de mettre le feu aux poudres cette année, Bruno Cotresse ? Il y a évidemment la question de l'inflation, du pouvoir d'achat. Les Français faisant les courses pour la rentrée scolaire voient bien que beaucoup de produits ont augmenté depuis ces derniers mois sur les rayons des grandes surfaces. On voit bien qu'il y a effectivement ce sujet qui est pouvoir d'achat. Tension sur la question de l'inflation et des salaires, c'est toujours là. Et puis, il va y avoir un certain nombre de sujets que le gouvernement va mettre à l'agenda et qui sont des sujets qui vont introduire beaucoup plus de tensions que ça n'a été le cas, par exemple, lorsque le gouvernement a fait voter son paquet pouvoir d'achat. La question du travail, la question de la réforme de l'indemnisation du chômage, la question de la réforme des retraites, bref, des sujets qui vont évidemment faire une Assemblée nationale beaucoup plus tendue et potentiellement du grain à moudre pour les oppositions sur des sujets dont on sait sur lesquels les Français sont quand même très, très sensibles. Alors justement, est-ce que on peut s'attendre à une sorte de convergence des luttes entre l'opposition de gauche et les organisations syndicales, ou alors on peut imaginer de nouvelles mobilisations type Gilets jaunes sur des sujets, que vous le disiez, aussi sensibles et qui touchent au quotidien de la vie des Français ? On n'y est pas encore du tout. Vous savez que cette fameuse convergence des luttes, c'est aussi un peu un mythe de notre vie politique française, bien sûr. Mais pour le moment, ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup les syndicats depuis la réélection d'Emmanuel Macron. On ne sait pas bien quelles sont leurs différentes perspectives. On se doute que sur la question en particulier de la réforme des retraites, il va y avoir une opposition syndicale assez forte. Il faudra regarder de près en particulier ce que dit Laurent Berger, le responsable de la CFDT, dont on se rappelle qu'il avait été le seul il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, à soutenir la réforme d'Emmanuel Macron, mais qui n'était pas à l'époque une réforme sur l'âge de départ en retraite, qui était beaucoup plus une réforme structurelle. Mais on se rappelle que Laurent Berger avait indiqué que l'âge de départ en retraite était pour lui une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Donc on n'a pas entendu beaucoup les syndicats pour le moment, et c'est vrai qu'il va falloir surveiller de près le redémarrage du dialogue social, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'Elisabeth Borne va prêter beaucoup d'attention à recevoir les syndicats et à essayer de construire avec eux des points de consensus sur ces différents points, mais ce ne sera pas simple. La mise en place du Conseil national de la refondation, Bruno Cotresse, le report de la rentrée parlementaire au 3 octobre pour laisser un peu de temps à la concertation sur les projets de réforme, est-ce que ça peut permettre de trouver des compromis pour le gouvernement, ou alors les oppositions sont telles que finalement ce gouvernement n'a rien à espérer ? Je distinguerai les deux. Le report, le fait qu'il n'y ait pas de session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Parlement au mois de septembre, ça c'est évidemment l'idée de donner du temps au gouvernement, pour que les membres du gouvernement, pour que la Première ministre dialogue, discute avec les présidents de groupes, les groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale, pour essayer d'anticiper un peu les choses et peut-être de préparer effectivement la rentrée du mois d'octobre. Et puis il y a cette histoire du Conseil national de la refondation. Là, on est beaucoup plus sur Emmanuel Macron plutôt qu'Elisabeth Borne, et ça va être sans aucun doute un moyen pour Emmanuel Macron de nous donner quelques lignes directrices qui pour le moment font un peu défaut. On n'a pas vraiment pour le moment, depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu, on a le sentiment qu'on n'a pas vraiment un cap, où on n'a pas vraiment un certain nombre de lignes directrices qui nous expliquent où veut aller Emmanuel Macron pendant son 2e mandat. Ça godille en quelque sorte entre des orientations de droite et de gauche, confère les polémiques qu'il y a eu par exemple sur le droit de vote des étrangers, ou alors Gérald Darmanin qui affiche une certaine fermeté en termes de sécurité ou d'immigration. Oui, voilà, ça slalom un peu en ce moment entre des thèmes un peu de gauche, un peu de droite. On a vu au début de l'été le député Sacha Houlié qui a fait cette proposition, le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui est évidemment un thème qui peut susciter de l'intérêt à gauche. Et puis on a eu un Gérald Darmanin très présent médiatiquement, très présent sur le terrain pendant tout l'été, avec une posture de fermeté sur le régalien, sur les questions de sécurité. Il souhaite enclencher un débat
à l'automne sur les questions de l'immigration. Donc on voit que pour le moment, on est en train de passer entre des portes à gauche et à droite, si je continue la métaphore du slalom. Mais tout ça ne nous donne pas, surtout, l'idée d'une priorité, une hiérarchie des priorités pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on va faire en premier ? On nous a expliqué que rien n'était plus essentiel que la transition écologique, que le réchauffement climatique, que ça allait être l'épine dorsale de toute l'action du gouvernement. Pour le moment, ça n'est pas affiché véritablement comme tel, même si on a vu que les questions énergétiques vont être fortement sur le dessus de l'agenda pendant l'automne. Pour ce qui concerne la mise en œuvre des réformes, l'adoption des réformes et des textes de loi, on évoque le spectre du 49.3 pour adopter des textes sans vote. Est-ce que d'après vous, c'est une méthode que le gouvernement va pouvoir utiliser ? Est-ce que ça risque pas encore de renforcer les tensions, justement ? Ah oui, le 49.3, c'est l'ultime recours. Le 49.3, c'est quand on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que soit on veut rétablir le principe d'ordre au sein de la majorité, soit que dans la situation d'aujourd'hui, on n'a pas de majorité absolue. On est contraint, on est contraint de recourir à cette arme fatale du dispositif constitutionnel qui permet au gouvernement de faire adopter son texte en vote bloqué, sans qu'il n'y ait plus de discussion. Alors c'est un aveu d'échec, évidemment, quand le gouvernement utilise le 49.3, il reconnaît en creux son impossibilité de faire adopter par les voies législatives plus courantes son texte. Et c'est vrai que dans l'opinion, c'est souvent perçu comme un passage en force. Voilà, exactement. Alors il se trouve qu'Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il n'allait plus gouverner de manière verticale, de la même manière. Donc il y aurait potentiellement une contradiction entre le recours au 49.3 et cette annonce d'une nouvelle méthodologie de gouvernement. Il s'agirait peut-être, si le gouvernement l'utilisait, ça c'est vraiment parce qu'on serait sur le texte fondamental pour le gouvernement, qui est le projet de loi de finances, le budget de la France pour 2023. Mais la menace existe, enfin la menace entre guillemets, l'hypothèse existe en tout cas. Merci Bruno Cotresse, politologue, chercheur au Centre d'études de la vie politique française, le CEVIPOF. Merci d'avoir été en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1.